Alors, ce matin, nous avons identifié, illustré par des opérations concrètes, plusieurs leviers de renouvellement des sites d'activité économique déjà existants. Levier permettant d'augmenter l'attractivité de ces zones face à la concurrence des zones en extension. Nous avons montré qu'il était possible de changer de modèle de développement en devenant sobre en ressources foncières. Mais au-delà de toutes les ambitions que l'on peut afficher, on finit toujours par être confronté à la question du prix. La question du prix de ces fonciers recyclés. Le prix, ça reste quand même, in fine, le juge de paix. Qui dit reconquête de zones d'activité dit surcoût lié au recyclage. Et souvent, ce sont, on l'a évoqué ce matin, des fonciers moins valorisés que des fonciers à vocation tertiaire ou habitat. Sans un prix maîtrisé, difficile d'un côté pour les aménageurs d'équilibrer leurs opérations et de l'autre côté, difficile pour les entreprises de financer leurs implantations. Alors, comment maîtriser les prix de sortie du foncier et de l'immobilier à vocation économique? C'est ce que nous allons voir avec Flore Trottmann, cofondatrice et directrice associée de Sens de la Ville, une société de conseil en urbanisme à destination des collectivités et des aménageurs publics. Flore Trottmann, bonjour. Muyina Ogboye-Vazieux, chef de mission immobilier productif et territoire d'industrie au sein du pôle développement économique et emploi de l'établissement public territorial Grand Orly-Seine-Bièvre. Muyina Ogboye-Vazieux, bonjour. Et enfin, Philippe Van Stenkist, directeur de l'établissement public foncier de Haute-Savoie et de la Foncière 74, un organisme de foncier solidaire. Bonjour Philippe. Flore, à la demande du PUCA, le plan urbanisme construction architecture, un organisme national de recherche et d'expérimentation dans les domaines précités que vous connaissez certainement tous, vous avez mené une étude avec deux partenaires, Laburba et Alphaville, sur le maintien des activités économiques dans les centres-villes. Et vous avez orienté cette étude justement sur l'enjeu du prix, puisque vous avez proposé une typologie de dispositifs d'action publique à la main des collectivités pour maintenir les activités productives à faible valeur ajoutée dans les centres urbains. L'enjeu, c'est de retrouver des marges de manœuvre pour proposer des offres à des prix compatibles avec des preneurs évincés par le marché, c'est ça ? Bonjour, tout à fait. Toute petite amendement à la présentation du Sens de la Ville. Effectivement, l'essentiel de nos clients sont des clients publics, collectivités et aménageurs, mais on a aussi des missions auprès d'investisseurs, promoteurs. Et autre petite rectification, cette mission financée par le PUCA, c'est donc une recherche qui s'inscrit sur 2 ans à peu près, et qui en fait démarre depuis quelques mois. Donc malheureusement, je ne vais pas vous présenter aujourd'hui les résultats de cette recherche, mais plutôt le process. Donc effectivement, cette recherche elle, est menée par le Sens de la Ville et Alphaville, donc 2 structures de conseil, et le Laburba, qui est un laboratoire de l'école des Ponts. Et donc effectivement, on est parti du constat ou de l'intuition, parce qu'on pourrait revenir justement sur l'objectivité de cet évincement d'un certain nombre d'activités loin des centres urbains. Alors, centre urbain, dans notre recherche, en fait, la définition est un peu large, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est desservi par un transport en commun structurant. Donc, ce n'est pas l'hypercentralité. Mais en tout cas, elle est partie du constat qu'il y avait quand même un certain nombre d'activités qui étaient évincées des centres-villes par le jeu de la pression foncière, et que du coup, face à ce mouvement centrifuge d'un certain nombre d'activités, il y avait une régulation par la puissance publique nécessaire, avec une prise de conscience croissante ces dernières années de cette nécessité de la régulation. On avait écrit au Sens de la Ville en 2018, je crois, un article dans la revue Sur Mesure qui dressait le parallèle entre le logement social et un certain nombre d'activités à moindre valeur ajoutée, en disant en fait cette pression, cette force centrifuge, elle s'exercerait naturellement, si je peux en parler ainsi, sur le logement de la même façon s'il n'y avait pas des opérateurs et des acteurs du logement qui permettaient de conserver une vraie mixité de logements dans les centres urbains. Donc finalement, on peut tirer le fil, la métaphore, la comparaison entre le logement social et un certain nombre d'activités à moindre valeur ajoutée. Et donc effectivement, on a dressé une typologie, on a commencé par dresser une typologie des leviers d'action
à la main potentielle des collectivités, avec l'objectif de tester d'abord avec une enquête nationale, puis auprès de 2 terrains d'approfondissement, à Rennes et à Bordeaux, de quelle façon ces leviers étaient investigués. Donc cette typologie, elle se compose de 7 catégories. Le premier levier, c'est effectivement retrouver des marges de manœuvre dans la production de foncier maîtrisé par le jeu de la densification de parcelles déjà dédiées à l'activité économique, donc en ZAE, mais aussi dans le diffus. On a en fait beaucoup d'activités économiques, un pourcentage variable selon les territoires, mais qui sont encore dans le diffus. Donc premier levier par densification de l'existant. Le deuxième, c'est en diminuant ou même en annulant la variable foncière du prix. Donc on a beaucoup parlé d'amphithéo ce matin, de bois construction, mais on a aussi des exemples comme à Bordeaux, où en 2014, ils ont pris par délibération la possibilité de vendre du foncier métropolitain à prix décoté pour un certain nombre d'activités. Ils en reviennent maintenant. Il y a eu des très belles opérations qui ont été livrées par ce mécanisme-là. Je pense notamment à une opération qui s'appelle Ecobloc à Floirac, qui a été cédée à un foncier à un prix défiant toute concurrence et une opération qui effectivement a été sortie à des valeurs tout à fait compatibles avec un certain nombre d'activités qui sinon auraient dû aller plus loin. Ils en sont revenus parce qu'en fait, quand on décode beaucoup du foncier, autant le garder en propriété sur le long terme. Enfin ça, on va en parler par la suite. Le troisième levier, c'est le fait de finalement limiter la concurrence de programmes à plus forte valeur ajoutée. Donc essentiellement le bureau et le logement, et essentiellement par finalement les documents réglementaires. Et là, on voit dans une pré-enquête qu'il y a 1001 façons d'utiliser ces documents réglementaires. Certaines communes ayant un fourre-tout pour l'activité économique, permettant de faire à la fois du tertiaire, du bureau, d'autres communes allant même jusqu'à inscrire des codes NAF dans leur règlement. Enfin voilà, donc on a à peu près tous les curseurs de rédaction. On pourra y revenir si vous voulez. Et aussi avec des fausses bonnes idées, on commence à le voir à Bordeaux, ils reviennent de certaines formulations qu'ils ont avec des pourcentages de socle actif dans leurs documents réglementaires sur le secteur de Brazza, parce qu'en fait derrière c'est pas facilement applicable. Le quatrième levier, c'est d'investir tous les interstices possibles spatio-temporels de la fabrique urbaine. En fait, fabriquer de la ville, c'est hyper long, et donc on a constamment des lieux, des moments de creux, et qui permettent de, si on les exploite, finalement d'avoir là un second marché accessible. Donc derrière, il y a un opérateur que beaucoup de gens connaissent, qui est Plateau Urbain, qui fait ça beaucoup, enfin qui en a fait même son activité, de faire se rencontrer des activités économiques qui ont besoin de trouver des lieux de travail pas chers. D'un côté, ça c'est la demande, avec une offre d'espaces vacants. Mais finalement, un EPF potentiellement fait ça quand il s'inscrit, il prend position sur des fonciers très en amont. Quand les PFIF a créé Foncière Commune, qui est les PFIF est là, donc pourra nuancer ou enrichir sur le territoire de pleine commune, c'était aussi pour finalement avoir la possibilité de continuer à conclure des baux 369 sur des positions acquises et du coup, vu que le temps est encore long, de continuer à ce qu'il y ait une activité économique. Donc c'est finalement du transitoire long, mais où on peut imaginer que ce second marché du transitoire permette aussi une forme de régulation des prix à la baisse. Le cinquième levier, c'est la création en direct par la puissance publique d'un patrimoine permettant d'accueillir, finalement c'est l'équivalent bailleur social de l'activité économique. On l'a vu avec CityDev ce matin. On pourra en reparler aussi, mais il y a eu en fait des grandes vagues, et notamment je pense à la politique chiracienne des années 80 à Paris, où il a développé énormément, où a été développé un certain nombre de parcs d'activités, pas mal aux mains de bailleurs sociaux d'ailleurs, de la RIVP, de Paris Habitat, qui ont gardé un patrimoine qui reste aujourd'hui très abondant de surface d'activité économique à prix régulé. Le sixième levier, c'est finalement d'arriver à trouver les façons d'inciter davantage le secteur privé à se positionner. Donc, on a vu notamment avec toute la vague des appels à projets urbains innovants,
Mais il y a eu des consultations bien antérieures à celle-là qui permettaient finalement d'actionner un peu de forcer les opérateurs privés notamment à des jeux de péréquation en fait. Je pense à la consultation qu'il y a eu en 2009 sur Ivry-Confluence, je montre Moulinat parce que c'est son territoire, où en fait il s'agissait d'obliger les opérateurs, contre l'opportunité d'avoir chacun 150 000 m² à développer pour les 10 prochaines années, ils avaient l'obligation d'avoir un certain nombre d'opérations en activité économique contre un certain nombre d'opérations de logement. Donc ça, c'est un levier aussi possible, ou bien des opérations immobilières où on actionne la péréquation verticale sur une même opération, mais d'arriver, voilà, où je pense aussi à l'appel à un projet déployé par Bordeaux, R, c'est un acronyme qui est... Je ne l'ai pas en tête, mais en fait qui consiste à déployer de l'activité, des bâtiments innovants sur des parcelles maîtrisées, et justement pour inciter de l'activité économique en mode vertical. Et puis enfin le 7e levier qui n'était pas là au départ, donc on ne l'a pas testé dans l'enquête initiale qu'on a fait sur tout le territoire, c'est inciter ou désinciter par le jeu de la fiscalité, et ça c'est encore un peu work in progress, ce dernier levier. Merci. Alors, j'aimerais revenir sur le levier numéro 2, de diminution de la variable foncière. Vous avez donc parlé de foncier décoté, mais il y a aussi le principe de la dissociation foncière ou le démembrement de propriété. Je crois que Philippe Van Steenkis, c'est un outil que vous utilisez largement en Haute-Savoie. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça fonctionne et quelle est votre manière de l'utiliser ? Oui, d'abord, merci de votre invitation. Je voudrais aussi profiter pour remercier tous les intervenants qui sont venus, parce que si on les a bien écoutés, j'ai plus rien à dire. Tout a été dit. D'abord, un petit contexte au Savoyard, la Haute-Savoie, territoire de 800 000 habitants, avec pour capitale ou chef-lieu, c'est pas Annecy, mais c'est Genève. Genève, c'est une métropole, c'est une locomotive qui absorbe 23% de la population active, qui permet à certaines catégories de personnes de multiplier leur salaire par 2, 3 et plus si affinité. Donc, territoire hyper tendu, hyper contraint, lac, montagne, très peu de plaines, très peu de terrains urbanisables, qui fait qu'on se retrouve sur une tension des usages sur les secteurs urbanisables, c'est-à-dire les fonds de vallée, qui sont naturellement les terrains aussi les plus prisés pour le secteur économique ou le secteur agricole et autres, ou commercial. Donc le bilan qui a été fait, c'est que finalement l'action foncière publique qui a été menée jusqu'à présent, comme on le disait tout à l'heure sur Bordeaux, on faisait du dumping en matière de production, de zones d'activité. Et je me souviens quand je suis arrivé dans les années 80, il y avait une grosse industrie qui s'appelle Salomon, que certains d'entre vous peuvent connaître, qui était un gros employeur dans la vallée, qui cherchait à se développer. 80, c'était le développement de la montagne. Et puis, naturellement, tout le monde se battait pour l'avoir. Et tout le monde se battait et offrait du terrain, l'euro symbolique pour faire venir cette entreprise. Et naturellement, celui qui a offert la plus belle zone à l'euro symbolique, l'a eu. Et quelques temps après, Salomon, comme vous le savez, s'est délocalisé, parti en Chine, notamment dans sa production. Et les terrains, finalement, la collectivité, si elle ne voulait pas les voir partir pour un autre usage, elle a dû les racheter. J'en reviens sur le comparatif que l'on avait avec nos amis belges tout à l'heure, où certains d'entre vous ne comprenaient pas pourquoi on pouvait faire ça en Belgique et pas en France. La différence, c'est la fiabilité de documents d'urbanisme, et que le sacro-saint droit de propriété en France laisse finalement pas mal de possibilités de dérive d'usage. Donc on a, sur des territoires contraints, une concurrence entre les usages, entre le logement, la zone d'activité, le commercial, et à partir du moment où on est sur la pleine propriété, je dirais ça nécessite d'énormes fonds, beaucoup d'énergie pour pouvoir essayer de limiter la concurrence entre ces usages. Donc, on a regardé un petit peu ce qui se passait ailleurs. Nous, on n'a pas regardé du côté de Genève, du côté de Bruxelles, mais on a regardé du côté de Genève. Et nos amis genevois avaient une fondation qui s'appelle la FTI, la Fondation des terrains industriels de Genève, qui a une problématique, alors là, réglementaire très stricte, un petit peu à la belge. Voilà, chaque zone a son usage et on ne fait pas autre chose.
mais par contre, une organisation très suisse. Et cette fondation détient 80% des terrains des zones d'activité à Genève. Mais lorsque vous voulez vous implanter, soit un aménageur, soit un acteur économique, eh bien vous allez voir cette fondation et elle vous dit « Ok, vous faites quoi ?» Bon, vous expliquez. Vous avez besoin de quoi? Ok, bon. On va vous donner ça. Vous allez contribuer au transport en commun, vous allez contribuer aux équipements, au parking, au transport et ainsi de suite. Et puis, ok, on va vous donner ça. Mais on ne va pas vous le donner en pleine propriété, on va vous le donner par des droits de superficie, ce qui est une amphithéose à la Suisse, hein, un peu plus souple, mais c'est à peu près la même chose. Et donc va contraindre automatiquement l'acteur économique à s'implanter dans un espace contraint avec automatiquement des équipements partagés qui vont être mis en commun. Parking, transport, services au niveau du personnel et justement de mettre aussi les usages en compatibilité entre eux. Donc on est vraiment sur la multimodularité des usages entre eux, mais sur une orientation qui est donnée par la puissance, je veux dire parapublique, puisque ce n'est pas directement le canton de Genève, c'est une fondation, mais automatiquement qui va permettre l'orientation. Et aujourd'hui, face à la zéro artificialisation nette et face aux contraintes territoriales, les élus de Haute-Savoie ont décidé de se caler un petit peu sur nos modèles en créant une foncière, qui donc s'appelle la foncière 74, et qui a la particularité d'être agréé au FS, donc de pouvoir faire du BRS, le bail réel solidaire, ce fameux bail réel solidaire qui permet d'accéder à la propriété en ayant une offre pérenne. Eh ben, on va faire la même chose avec le secteur économique. On va faire la même chose également sur le commerce et on va faire la même chose sur l'agricole et les espaces naturels. Le but étant de pérenniser l'usage et de garantir que l'action publique par des fonds ou son orientation se pérennise dans le temps et permettent la mutualisation ensemble des moyens. En clair, on casse la lecture verticale de silos et on passe à une lecture horizontale du foncier et de voir les interactions qu'il peut y avoir des usages entre eux. Alors ça, c'est la théorie. Après, la pratique, c'est une autre affaire. Mais en tout cas, c'est l'objectif qu'on veut se donner au niveau de la foncière 74. Alors, je comprends bien l'intérêt du bail amphithéotique pour maîtriser en fait l'usage. J'aimerais qu'on s'attarde sur la notion de prix et finalement l'impact sur le prix. Est-ce que c'est un outil, l'amphithéose, qui permet une meilleure maîtrise du prix pour l'aménageur d'une part et puis d'autre part pour l'acteur économique qui va s'implanter, qui n'achète plus le terrain mais qui va louer. Voilà, quel est l'impact sur le prix? Alors, je vais vous le démontrer par un exemple. Ce n'est pas tout à fait l'exemple typique que j'aurais voulu montrer, mais si vous voulez quelque chose de concret, c'est le seul aujourd'hui que j'ai dans mon panier. On va passer par l'aspect de mutualisation. En clair, on va essayer de définir ensemble, avec la collectivité publique, par le biais de la ZAC, les espaces qui doivent être dédiés à chacun des usages et qui sont nécessaires au développement du secteur, pour éviter les effets de concurrence, parce qu'on sait très bien que la meilleure dévalorisation que l'on peut avoir, on laisse le logement libre avec un petit peu les 30% de logements sociaux que la loi SRU nous oblige, quelques commerces à haute valorisation, une bonne cafétéria et un bistrot, et la messe est dite, hein, c'est bon, votre équipe de ZAC, il est trouvé. Or, c'est pas ça aujourd'hui ce que l'on souhaite développer dans les zones d'activité. Il y a aussi de l'artisanat, il y a aussi des services à la personne qui n'ont pas cette valorisation foncière, et il faut mutualiser. En clair, l'action de la foncière par l'acquisition des rez-de-chaussée commerciaux ou des surfaces des zones d'activité va permettre de faire des péréquations entre ces usages. On va contingenter les usages à haute valorisation et qui permettront aux usages qui ont une plus faible valorisation par le biais des baux qui seront dédiés, soit des baux commerciaux, soit des baux civils, soit des baux amphithéotiques, automatiquement l'usage sera plus défini. Chose que l'on ne pourrait pas faire avec la pleine propriété. La pleine propriété, le droit est sacré. En France, la Cour de cassation est revenue très régulièrement dessus. Il est impossible de revenir sur ça. Donc, l'amphithéose étant un contrat, on peut là, automatiquement, mettre des conditions plus restrictives d'usage dans le temps et surtout d'équilibre de quartier.
Et alors, quel est l'accueil des acteurs économiques qui, justement, se voient proposer un loyer au lieu d'une cession? J'imagine que même pour un patron d'une TPE, un artisan, il reste quand même attaché à la propriété. Bien sûr, c'est légitime. Hein. On a tous un petit peu l'envie d'être propriétaire et c'était une réaction qui était totalement naturelle, on va dire. Alors, comment on peut revenir en arrière? D'abord, premièrement, ça, je dirais que ça s'est venu assez naturellement. Il y a eu une prise de conscience sur l'ensemble du territoire en disant « Mais punaise, on est en train de griller nos cartouches, là. Il n'y a bientôt plus d'espace. Il n'y a plus d'espace. » Les zones d'activité, si on les laisse aujourd'hui telles qu'elles sont, soit se transformeront en friches, soit se transformeront en zones commerciales. Vous êtes en dessous du seuil de 1000 m², vous n'avez pas besoin de CDC, vous faites un drive, enfin il y a multiples façons de changer une zone d'activité, à partir du moment où vous êtes propriétaire, à la transformer en zone commerciale. Et vous avez tout de suite une valorisation beaucoup plus importante. Donc cette prise de conscience, on a eu la chance, elle a été générale. C'est-à-dire que l'ensemble des territoires, des EPI ne sont pas fait concurrence. Ils ont tous décidé, désormais, on ne vendra plus 1 m² de zone d'activité économique. Au niveau des actes publics. Après, le privé, il fait ce qu'il veut. Mais au niveau des actes publics, tout le monde s'est mis sur le même régime. Il ne reste plus que la vallée de l'Arve, qui est, bon, pour l'instant, c'est le dernier quartier de résistance, mais bon ça viendra. C'est plus haut en montagne, des fois. Ils ont peut-être plus besoin de temps pour réfléchir. Mais ça viendra. Mais donc, cette prise de conscience est venue. Et donc, à partir de là, voilà, il n'y a pas eu d'effet de concurrence entre les territoires. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut s'installer en Haute-Savoie, d'ailleurs, il n'y a plus le choix. Il n'a plus le choix. Et je dirais que ce n'est pas celui qui veut s'installer en Haute-Savoie, parce qu'on ne vient pas s'installer en Savoie, c'est celui qui veut se développer en Haute-Savoie, c'est-à-dire qui est déjà sur place, et de toute façon, il ne peut plus que procéder par ce biais. Et donc, c'est finalement quelque chose qui est devenu naturel. Et rétrospectivement parlant, finalement, ceux qui ont acheté, ils ont dit tiens, finalement, au lieu de faire un investissement lourd et de créer une SCI avec un investissement qui va être un boulet que je vais traîner dans le temps dans mon plan de développement, je vais me retrouver face à une dépense régulière, annuelle, qui correspond globalement à la nature de l'activité que je vais développer et d'avoir un équilibre, un développement équilibré dans mon plan de développement futur. Donc, il va réinvestir finalement ses bénéfices dans son outil de production au lieu de le réinvestir dans du patrimoine immobilier spéculatif. Voilà. Et donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a une nécessité à vraiment s'accorder avec entre collectivités, entre communes, pour adopter finalement une stratégie commune et qui soit cohérente à l'ensemble du territoire. C'est aujourd'hui nécessaire. Tout à fait. Et ce modèle-là, vous pouvez aussi bien le faire au niveau des commerces de proximité de centre-ville, des zones d'activité, de l'agriculture. Si vous voulez pérenniser de l'agriculture en périurbain, je crois que la première des choses, c'est pas de faire acheter du foncier à un agriculteur, c'est lui garantir la pérennité de son outil, la pérennité de l'usage. C'est la première chose à faire. Voilà. Et donc, au niveau de la puissance publique, si on va avoir une action dans ce sens, compte tenu aujourd'hui des documents d'urbanisme qui sont à mon sens, un peu trop laxatif et pas assez ferme dans les usages, un petit peu comme les Belges nous l'ont développé ce matin, eh bien c'est ça. Voilà, c'est permettre vraiment la concentration dans l'outil de production lorsqu'on doit avoir un plan de développement. Un autre enjeu que je vois, que je perçois, c'est aussi la nécessité, du coup, dans cette stratégie, pour les collectivités, d'avoir une vraie vision du foncier disponible. Parce que si on veut ensuite pouvoir suivre le développement des entreprises sur ce foncier, il faut être capable d'en proposer. Oui, et là, c'est là où il y a l'implication entre EPF. Vous savez, il y a le logo EPF sur la diapositive. Normalement, ça doit être la foncière, mais c'est là où l'implication entre EPF et foncière est très importante. La différence qu'il y a, et c'est pour ça que j'étais contre lorsque certains EPF ont voulu demander des agréments pour être OFS ou ainsi de suite. On fait un mélange des genres, c'est pas bon. Il faut que chacun fasse son métier. L'EPF, c'est un outil de conseil et c'est un outil transitoire. En clair, c'est un outil de maîtrise foncier, de réflexion, et après, on passe à l'aménagement. Et lorsqu'on veut pérenniser l'aménagement, il faut s'adresser à la structure ad hoc. La structure ad hoc, ça peut être une foncière, ça peut être autre chose. On n'a pas de monopole là-dessus. Mais chacun son rôle, chacun ses objectifs. Les objectifs ne sont pas les mêmes. L'avantage
avec un acteur public comme un établissement public foncier. Pour vous donner un ordre de grandeur, la puissance d'action foncière, nous on est un tout petit EPF, hein, on ne couvre même pas la totalité du département, on fait 750 000 habitants, hein. C'est tout petit à l'échelle du EPF Nord-Pas-de-Calais. On fait 50 millions d'acquisitions foncières annuelles, 50 millions, avec 8 millions de fiscalité. Mais avec ça, on a une capacité à pouvoir être en veille sur les zones d'activité. On a développé un outil qu'on appelle le MCMA, dans lequel on a un référentiel foncier des espaces sous-densifiés ou des espaces susceptibles d'être en mutation. À chaque fois, on va voir la collectivité pour voir, par le biais d'un plan d'action foncière, de déterminer les secteurs sur lesquels la collectivité souhaite qu'on se concentre. On se met en veille, on préempte, on négocie, on exproprie le moins possible, mais ça arrive. Et en face de ça, ça nous permet d'avoir un volant. Et aujourd'hui, c'est 200 millions d'euros de stock foncier qu'on a patrimonialisé au niveau de l'EPF. 200 millions d'euros, c'est pas grand-chose, mais c'est un premier pas. Je vous rappelle, c'est un territoire de 800 000 habitants aujourd'hui, parce que c'est un territoire on a un seuil migratoire de 12 000 habitants annuels. Donc on a un taux de croissance vraiment très, très, très fort. Mugina Boyer-Vazieux, l'établissement public territorial Grand Orly-Seine-Bièvre, c'est un regroupement de communes et agglomérations qui constitue un des 12 territoires de la métropole du Grand Paris, un territoire où il existe une très grande pression foncière. Bonjour à tous, merci pour l'invitation également. Je vais, même si Gilles Krag a un peu présenté le territoire ce matin, je vais revenir quand même dessus pour le présenter globalement. Comme vous l'avez dit, on est un des 12 territoires de la métropole du Grand Paris. C'est 700 000 habitants, 24... en termes de comparatif. C'est 24 communes, hein, on est le 3e pôle économique après Paris et la Défense, avec 50 000 établissements, il y a 285 000 emplois. Et dans la partie centrale est présent notamment le mine, l'aéroport d'Orly, un peu pour situer les choses. C'est en effet un territoire en très fort développement. On a 5 millions de mètres carrés d'opérations d'aménagement qui vont sortir de terre d'ici 2030, dont la moitié dédiée au développement économique. Donc c'est vrai que intuitivement on aurait pu se dire c'est surtout des pôles tertiaires qui vont se développer ou des programmations commerciales, mais c'est vrai que c'est pas du tout l'objectif du territoire, qui est vraiment dans ce souhait de maintien de la vocation productive et industrielle. Comme l'a dit Gilles Krag, c'est vrai que si on reste sur les données de l'INSEE, on pourrait dire que ça représente pas beaucoup, 6% au niveau de l'établissement du territoire, mais en fin de compte, dans les faits, quand on élargit le spectre et qu'on parle d'activités productives, donc c'est-à-dire toutes les activités qui concourent à la production. Donc pour nous, c'est aussi bien tout ce qui est en amont et en aval, recherche et développement, prototypage, même les maintenances. Et Gilles Krag parlait de la maintenance au niveau des moteurs d'avion avec la présence d'Air France Industrie, mais aussi pour nous tout ce qui est logistique, économie circulaire. Pour nous, toute cette chaîne de valeur entre dans l'activité productive. Et là, les chiffres sont pas du tout les mêmes. On est à près de 23 000 établissements, donc c'est quand même un tiers de ceux du territoire, ce qui représente près de 80 000 emplois. Donc ça pèse autrement. Donc l'objectif au niveau des territoires, c'est vraiment de pouvoir maintenir ces activités, car elles sont pourvoyeuses d'emplois techniques, diversifiés, qualifiés, qui est aussi une opportunité pour les habitants. Et après, je ne vais pas revenir sur tous les impacts environnementaux, empreintes carbone. Donc vraiment, l'objectif, c'est de pouvoir maintenir ces activités, en effet, alors qu'on a une très forte pression foncière avec tous ces programmes qui vont se développer. On a 10 gares du Grand Paris qui vont venir d'ici peu irriguer le territoire, donc un vaste projet. Et c'est vrai qu'il y a une très forte concurrence entre les différents programmes, le logement, le tertiaire. Donc il y a vraiment cet enjeu de maintenir, et le territoire s'outille
enfin commence progressivement à s'outiller pour être en capacité de répondre à cet enjeu et d'arriver à concrétiser. Il y a plus d'1 million de mètres carrés de programmation dédiée à l'activité productive qui sont programmés. Donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à les sortir de terre. Ils sont programmés, mais après, il faut arriver un peu à la phase opérationnelle et arriver à les sortir. Donc ça, c'est tout l'enjeu. Et vous êtes principalement sur le réaménagement de zones existantes plutôt que sur de l'extension. Exactement. On est aux portes de Paris, donc l'extension urbaine, voilà, c'est pas possible. On fait sur du tissu déjà existant. Et c'est vrai que toutes ces opérations d'aménagement, pour beaucoup, vont voir le jour au sein d'anciens zones économiques, sites, où il y avait une forte présence d'activités productives, industrielles. Donc l'enjeu, c'est que ces dernières qui sont impactées par ces opérations, c'est de pouvoir les maintenir et de produire de l'immobilier productif avec cet enjeu de produire des locaux à loyer modéré, un peu le parallèle avec les logements sociaux, de mettre les mêmes outils, de pouvoir créer les mêmes outils. Alors, quels sont justement les outils, les leviers que vous utilisez? C'est vrai qu'au niveau du territoire, il y a eu tout un cheminement en fin de compte. Déjà, début de 2018, toute une phase d'appropriation, de mobilisation des acteurs autour de cet enjeu, de maintenir cette vocation, le territoire. Voilà, on était convaincus, mais il faut aussi arriver à embarquer les aménageurs, les acteurs privés, les entreprises, enfin tout le monde. Et donc pour cela, on a élaboré un manifeste pour un territoire industriel et productif dont le but c'est vraiment de poser les enjeux, les problématiques et aussi clairement d'identifier les leviers d'action sur lesquels intervenir pour pouvoir produire ces immobiliers productifs. Et donc c'est des leviers d'action très diversifiés. Ça passe aussi bien sur le volet réglementaire que tout ce qui est partenariat public-privé et aussi, même si c'est pas l'objet, tout l'enjeu pour nous de la formation et de redorer l'image de ces emplois productifs et industriels. Alors, si on prend le levier partenariat public-privé, est-ce que vous avez un exemple à nous donner ? Alors oui, comme je dis, donc ce manifeste est vraiment pour nous cadre d'intervention, on va dire global, notre stratégie. Donc il y a une cinquantaine de signataires, aussi bien des toutes petites entreprises que des grands groupes. Et concrètement, une des actions qu'on a menées, c'est l'élaboration de ce livre blanc que vous voyez, qui est un travail partenarial qu'on a mené avec d'autres territoires de la métropole du Grand Paris, parce qu'on n'est pas le seul à avoir cette problématique de comment est-ce qu'on arrive à maintenir ces activités productives et industrielles. Et en fait, c'est une boîte à outils sur l'ensemble des outils, leviers qui sont mobilisables, mais vraiment de manière très concrète, avec à chaque fois une illustration d'un exemple qui montre comment on a pu déployer cet outil. Donc typiquement, ça nous montre que des fois, on peut arriver à mobiliser des aménageurs pour qu'ils portent des immobiliers productifs sur le territoire. Voilà, ça, c'est ce qui a pu être réalisé. On a un immobilier plutôt orienté santé, labo, qui a été développé, qui s'appelle Villejuif Biopark, qui a été développé. Voilà, donc vous voyez l'illustration. Et là, c'est vraiment avec l'implication de la collectivité qui est un peu, on va dire, forcer un peu la main au départ, de l'aménageur pour porter cet immobilier. Voilà, donc ils ont agi en tant que promoteurs, ils ont été investisseurs. Et jusqu'à très peu, en fait, il le portait. Enfin, l'animation de ce lieu était portée par la CCI. Et qui était maintenant un immobilier plein, qui a même une problématique de parcours des entreprises pour qu'elles puissent sortir parce que c'est une pépinière, hôtel d'entreprise. Et au bout de 10 ans, maintenant, elle a été en capacité de recéder cet immobilier à un autre investisseur qui est la Banque des Territoires, qui s'est mis en groupement avec Wakano, en fait, qui est une émanation de la chambre de la CCI. Donc voilà, donc ça c'est un peu un exemple comment est-ce qu'on peut arriver à mobiliser les acteurs qui sont déjà
qui sont déjà présents. Là aussi, sur tout ce qui est nous, comment on est arrivé aussi à sortir ce type d'immobilier, c'est l'exemple du centre de l'entrepreneuriat de Choisy, qui est un immobilier un peu mixte, avec des locaux d'activité, mais aussi des petites surfaces de bureaux, environ 3000 m² de mémoire, et là qui a été possible grâce aussi bien à la mobilisation de co-investisseurs. C'est vrai que nous, on mobilise beaucoup la Banque des Territoires pour arriver à sortir ces immobiliers. Donc la Banque des Territoires avec un investisseur privé. Mais en fait, ce que montre ce livre blanc, c'est que pour arriver à sortir ces immobiliers, il n'y a pas un seul levier d'action. En fin de compte, il faut recourir à plein de leviers d'action. Donc en fait, la reproductibilité de ces modèles n'est pas forcément systématique. Sur le cas du centre de l'entrepreneuriat, ça a aussi été possible parce que le foncier appartenait à un bailleur social, donc il a pu être acquis à coût moindre. Il y a eu aussi la mobilisation à l'époque, c'était du département, de la région, du FEDER. Et donc c'est vrai que c'est toute cette conjonction d'outils qui a permis de sortir cet immobilier, mais qui maintenant est aussi plein et qui a pu, la Banque des Territoires est ressortie du jeu et maintenant qui est pleinement propriété d'un acteur privé. Donc il y a ça. Après, sur la question, comme disait Fleur, sur comment est-ce qu'on peut mobiliser peut-être les investisseurs, on agit sur... Nous, au niveau du territoire, il y a une réflexion actuellement qu'on mène sur comment est-ce qu'on peut faciliter leur intervention, parce que ce dont on se rend compte, c'est que des fois on arrive à programmer, on a peut-être un promoteur, mais après il faut trouver l'investisseur, et ces derniers peuvent être un peu frileux, réticents à se positionner sur ce type d'actifs, et notamment quand on est sur des immobiliers un peu innovants, sur cette question de la densité, où on n'est pas sur des parcs d'activités classique. Donc c'est vrai qu'au niveau du territoire, on a réfléchi avec un promoteur et et un investisseur qui est la Foncière à pouvoir créer une garantie locative qui comme ça existe dans le parc résidentiel, mais du coup mais exactement, qui permettrait de couvrir pendant la première phase de commercialisation les loyers qui seraient non perçus, ce qui ferait aussi, ce qui sécurise aussi l'intervention de l'investisseur en se disant, parce que de leur point de vue, ils se disent, on se positionne sur un immobilier dédié à des activités, à des TPE, PME, c'est de la gestion, ça demande des petites surfaces, un turnover important. Donc ils ont toujours un peu peur de ne pas arriver à trouver des occupants. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours cette logique de pouvoir pré-commercialiser à 60-70%. Et le fait de se dire que de mettre en place cette garantie permettrait de lever le frein et de ne pas avoir cette limite de la pré-commercialisation préalable. Donc je dis que c'est en réflexion, parce que voilà, il y a un peu tous les volets juridiques qui a été étudié pour voir est-ce que la collectivité pouvait mettre en place ce type d'outils. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué pour qu'une collectivité, territoriale puisse le mettre en place, mais les études qui ont été menées montrent qu'un aménageur, pour le coup, vu que c'est une entité privée, un SEM, pourrait parfaitement porter ce type d'outils et proposer des fonciers, on va dire, un peu garantis, avec cette garantie locative. Donc ça, c'est vrai que dans ce livre blanc, ça brosse un peu tous ces outils. Et tout à l'heure, on parlait du recours au PLU. Et c'est vrai que nous, sur le territoire, il y a une réflexion de lancer un PLUI, et on veut un peu reproduire ce qui a pu être fait sur une des communes, des 24 communes, sur la ville de Vitry-sur-Seine, où il y a un gros travail qui a été mené de zonage très fin pour sanctuariser en fait des fonciers pour l'accueil exclusif d'activités économiques, parce qu'ils se sont rendus compte que quand on est sur des zonages mixtes, in fine, au vu de la concurrence, des programmes, de la rentabilité, c'est souvent du logement qui ressort, et si on a de la chance, on a quelques pieds d'immeubles, mais pour arriver à sortir des immobiliers productifs, accueillir de la petite production, des TPE, des artisans, là c'est beaucoup plus compliqué. Donc un peu pour casser cela, d'être sur des espaces spécifiquement 100% dédiés à de l'activité économique. Et c'est vrai que grâce à ce travail de zonage fin, ils sont arrivés à gagner quand même plus de 30 hectares pour accueillir ces dédiés à l'accueil d'activités économiques.
Flore Trottmann, on vient d'illustrer plusieurs des leviers que vous aviez énoncés au début. Il y en a un dont on n'a pas parlé, mais qui vous l'avez dit au début, qui est encore au stade d'étude, c'est le levier fiscal. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qui se cache derrière ce levier? En effet, c'est totalement work in progress. On se rend compte qu'il y a des situations dans lesquelles un foncier il a son coût aussi, parce que le fait de ne pas agir sur ce foncier ne représente pas forcément de gros surcoûts. Donc il peut y avoir par exemple des taxes sur les friches commerciales qui sont prises par délibération des collectivités et qui ne sont pas des outils si fréquemment mobilisés. Voilà, donc on est encore en train de dresser la palette des différentes taxes possibles. On pense aussi aux taxes d'aménagement qui permettent aux collectivités d'indiquer qu'il y a tel ou tel type de cibles qui peuvent bénéficier ou d'une exonération totale ou d'un abattement de cette taxe d'aménagement au moment du projet urbain. Voilà, donc il y a tout un arsenal et en fait on n'a pas encore, je pense, ni fini l'arsenal ni de le maîtriser complètement et après d'explorer dans nos deux collectivités terrains d'approfondissement, Rennes et Bordeaux, de quelle façon ils les mobilisent. Mais effectivement, quand on parle de fiscalité, c'est tout autant la dimension incitative que désincitative pour aussi forcer certains acteurs à bouger quand finalement ils peuvent avoir intérêt à laisser de la vacance ou une friche s'installer. Merci. Alors, on vient d'évoquer toute une série de pistes pour pouvoir proposer une offre de foncier et immobilier économique à bas coût, mais on peut prendre aussi le problème dans l'autre sens et se demander finalement quelles sont les attentes des entreprises d'activité productive, peut-être à plus forte valeur ajoutée, quelles offres recherchent-elles, quels sont leurs besoins, pour peut-être ne pas seulement proposer un prix, mais une offre de qualité pour laquelle elles seraient prêtes à mettre un prix plus important. Philippe Van Steenkist, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, avant de répondre à cette question, je ferai un petit rétropédalage. Vous avez posé une question ce matin. Finalement, la solution par rapport à la sobriété foncière, ça ne serait pas de faire augmenter le prix du foncier agricole. Là, je voudrais tout de suite me porter en faux par rapport à ça et rebondir un petit peu sur la problématique de la fiscalité qui est très importante, très importante. La problématique aujourd'hui de la fiscalité en France, c'est qu'on est sur une fiscalité de sortie. On n'est pas assez sur une fiscalité de détention. Vous prenez les modèles américains, autres, voilà, vous avez une fiscalité de détention. C'est-à-dire quelqu'un qui est détenteur d'un droit à construire aujourd'hui libérable, c'est-à-dire immédiat, a une fiscalité en proportion de la valeur vénale très forte, qui l'incite automatiquement à le mettre sur le marché, à ne le pas laisser dans son escarcelle. Or, en France, ce n'est pas du tout ce qui se produit. Vous avez une taxe foncière qui est ridiculement basse, je le dis et je l'affirme, et finalement, en fait, on a une fiscalité de sortie. C'est-à-dire qu'en clair, quand vous avez un bon emplacement, la seule chose que vous avez à attendre, c'est d'attendre que les prix montent et que vous fassiez ou qu'ils changent de destination pour récupérer la plus-value à la fin et l'échapper à la plus-value au bout des 30 ans. On marche à l'envers. On marche à l'envers. Je vous renvoie vers les rapports Goldberg et Figeac qu'on mentionnait tout à l'heure à midi à table. Tous les deux disent que c'est la problématique de la fiscalité, que ce soit en faveur du logement ou que ce soit en faveur des zones d'activité économique, qui aujourd'hui qui plombe. Donc, déjà, si on remettait ça dans l'ordre, donc c'est pas en faisant de la surenchère sur le foncier agricole qu'on limitera la sobriété foncière. Au contraire, ça va, tant qu'on n'aura pas des documents d'urbanisme stricts, on aura automatiquement des caractères spéculatifs sur le foncier agricole et donc on aura un double effet d'anticipation spéculative sur les espaces agricoles qui restent encore. Donc, à mon avis, c'est contre-productif. Alors la question que je disais, c'est aujourd'hui, voilà, il y a des gens qui sont prêts à mettre très cher sur du foncier économique parce que de toute façon, il n'y en a plus. Et puis les emplacements, les bons emplacements, automatiquement, il y a un caractère de surenchère qui se fait. Et là, le principe qu'on a développé au niveau de la foncière, alors je ne sais pas si on peut reprojeter la diapositive de la ZAC étoile. Voilà, hop, voilà. C'est tout bon. Donc, on est sur une ZAC publique à Annemasse, qui est aux portes de Genève. La frontière, elle est quasiment dans le carré que vous voyez un petit peu en haut de votre diapositive. Donc, on est sur un territoire très attractif. On est sur un pôle d'échange multimodal avec un transport qui va vous amener à 10 minutes au centre de Genève. Lorsque vous prenez votre voiture, vous mettez une demi-heure, voire 1 heure lorsque vous êtes dans les flux pendulaires. C'est pire qu'à Paris.
C'est abominable. Donc là, vous avez un outil de transport en public en commun et on aurait pu dire, ben voilà, il y a une pépite, là, c'est fabuleux, on va tartiner du logement et puis c'est bon, on va faire rentrer des sous dans les caisses de la collectivité. Le choix qui a été fait a été de dire, OK, dans cette ZAC, premièrement, on va faire du logement, oui, parce qu'il en faut, mais on fera un tiers de libre, un tiers de logements abordables par le biais du BRS et un tiers de logements locatifs sociaux. Et puis, ça c'est une chose, je passe. Et puis l'autre chose, c'est que les zones d'activité économique et les rez-de-chaussée commerciaux vont être détenus par la collectivité publique pour justement que les grands emplacements à forte plus-value, en fait, finalement, payent en quelque sorte par péréquation les autres surfaces qui seront des surfaces dédiées à des usages de services à la personne, à moins forte plus-value, mais qui sont nécessaires au développement de la zone, de ce secteur, de ce nouveau quartier qui va être en développement. Il y a à peu près 900 logements qui vont être construits dans ce secteur, et donc j'ai oublié la superficie, mais les 8000 mètres carrés de surface de zone d'activité et commerciale seront toutes détenues par la foncière de Haute-Savoie. Alors, vous allez dire, c'est bien beau, c'est fabuleux, c'est un ticket à 17-18 millions d'euros. Comment la collectivité fait pour honorer ce chèque sans trop s'endetter? Finalement, ça ne va pas coûter grand-chose à la collectivité, puisqu'on va passer dans un premier temps par un portage EPF. C'est l'EPF qui va acheter en VFA les surfaces commerciales et les zones d'activité, les zones artisanales qui vont être faites dans ce secteur. Alors, je ne sais pas si on peut montrer la diapositive du portage, qui est un petit peu plus loin. Voilà. Eh bien non, il n'y en a plus. Moi, c'est pas grave, on va le faire à l'oral. Donc, en fait, finalement, l'EPF va être le propriétaire dans un premier temps de ces surfaces, qui va lui permettre de générer de manière transitoire dans la montée en puissance de la ZAC, par le biais de toute la boîte à outils des baux précaires, j'ai oublié des... Voilà. Alors, toute la panoplie, je dirais, qui permet à ce que, dans un premier temps, on ne donne pas des droits à la personne qui veut s'installer, mais on voit si son modèle de développement colle avec le secteur, si elle est aussi en capacité de répondre aussi aux attentes de la collectivité. Et puis, au bout d'un certain temps, en fait, finalement, le temps de portage et les loyers qui ont été encaissés vont servir d'apport à l'opération au niveau de la foncière 74 et vont être versés en tant que fonds propres. Donc finalement, la collectivité, elle n'a pas perçu les loyers et les loyers qui ont été perçus sont mis dans les fonds propres de la foncière. Et le reste à recouvrir va être amorti par le biais d'un emprunt que va faire directement la foncière et qui va être en proportion des loyers qui vont être demandés sur le secteur, mais qui là seront les loyers compatibles économiquement avec la nature de l'activité, en ayant cet esprit de mutualisation et dans la phase de lancement. Ce qui fait que finalement la collectivité n'aura quasiment rien déboursé pour acquérir ces 17 millions d'euros de biens pour le compte de la foncière. Donc, si je vous comprends bien, parce que si je reviens au propos de Johan Witz en tout début de cette journée, qui gère du coup tout un parc d'exploitation d'activités économiques, ce qu'elle nous disait, c'est que gérer des terrains recyclés, c'est plus onéreux, évidemment, que gérer une terre vierge, parce qu'il y a du surcoût lié à la déconstruction, il y a du surcoût lié à la dépollution des sols, l'aménagement, et in fine, il va falloir quand même le vendre pas cher parce qu'il y a la concurrence de la terre agricole qui vaut pas grand-chose à côté. Si je résume, si je caricature. Du coup, la question qui peut se poser légitimement, c'est en effet, est-ce qu'il n'y a pas une concurrence déloyale et est-ce qu'on ne peut pas valoriser finalement tout le travail qui est fait sur ces zones recyclées en cherchant justement la qualité, à créer des zones qui soient des zones de lieu de vie, et que tout ça a une valeur en fait. Et tout ça finalement, peut-être même dans les bilans coût-avantage entre la zone recyclée et la terre agricole, intègre-t-on suffisamment déjà donc, ce que je viens de dire, la qualité, mais aussi le fait qu'en exploitant des zones recyclées,
eh bien, on est dans de la sobriété foncière et donc on est dans de la préservation de ressources. Est-ce que ça, c'est suffisamment valorisé? Oui, mais vous oubliez un autre paramètre, c'est que là, on est en plein cœur d'agglomération. On va être au cœur de la ville d'Annemasse, on ne va pas être dans du périurbain, donc on aura automatiquement la proximité des transports en commun. Mais tout ce que vous venez de dire, c'est finalement ce qui a été exposé ce matin dans la nature de la qualité, du multi-usage, les parkings en commun, les services. Voilà. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à un concept car en matière de zone d'activité qui soit complètement, je dirais, à l'inverse de tout ce qui a été fait de l'urbanisation en raquette, comme on a fait, je dirais, un petit peu pendant très longtemps, un peu sur notre territoire, et passer à ce nouveau concept, comme vous avez pu aussi le démontrer. Là, je me retourne vers vous parce que vous aviez un très bel exemple sur le Hainaut. C'est exactement ça. Aujourd'hui, on fait venir des entreprises par la nature et la qualité. Et là, on peut compenser des coûts de dépollution, des coûts de reconquête de friches, et en faisant aussi un peu l'équilibre économique. Il ne faut pas, jeter l'argent par les fenêtres, parce que de toute façon, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a plus beaucoup. Est-ce que vous dites, vous, l'équilibre économique, finalement, va se trouver avec ces outils de péréquation entre programmes, absolument, au sein d'un même programme, avec la mixité des usages, avec les baux amphithéotiques? C'est finalement toute cette panoplie-là qu'il faut actionner? Tout à fait. Je prendrai un exemple, rien que le siège de l'EPF, l'établissement public foncier. On a construit notre siège, on en est très heureux, on est très bien. Et donc, naturellement, quand tout établissement, on a fait une salle de réunion pour pouvoir réunir nos conseils d'administration. Lorsque je fais le bilan du coût de cette salle de réunion et du service qu'elle rapporte, c'est-à-dire tous les conseils d'administration et assemblées générales, quand elle est pleinement utilisée, par rapport à son coût, c'est disproportionné. On aurait mis cette zone, cet équipement en commun au niveau de l'ensemble du parc de bureaux qui se situe autour. Ça nous aurait coûté 10 fois moins cher. J'aurais un équipement beaucoup plus puissant qui m'aurait beaucoup plus intéressé et j'aurais économisé autant d'argent. Donc voilà, une première économie, toute simple. Je ne vous parle pas après des parkings et tout le reste, hein, parce que là, les parkings, on pourra faire des chapitres entiers. Mugina Boyer-Vazieux, dans le prolongement de fournir finalement une offre de qualité, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, quand on est un territoire, une collectivité, une intercommunalité, il faut plus penser faut arrêter de se penser comme un vendeur de mètres carrés, mais plutôt justement comme un chef d'orchestre d'une proposition, d'un écosystème à destination des acteurs économiques? Oui. Il y a finalement toute une ingénierie en fait derrière ce foncier économique. Oui, en effet, hein, nous, on se voit comme ça, en tout cas en tant que coordinateur, d'avoir une vision stratégique du développement du territoire. Et en effet, on n'est pas tout le temps à la manœuvre de tout. Et peut-être aussi pour aller dans le sens de ce qui a été dit sur la question de la maîtrise du foncier, c'est pour ça que peut-être pour aller encore plus loin, nous, au niveau du territoire, au vu des carences qu'on a pu identifier sur le positionnement des acteurs, voilà, qui ne sont pas tout le temps en capacité de se positionner sur ces immobiliers productifs. Nous, on a voulu encore aller plus loin en se disant, là, maintenant, il faut peut-être qu'on aille un peu plus, on va dire, dans le champ du privé, en engageant une réflexion pour créer notre foncière qui a vocation à porter ces immobiliers productifs, en effet à porter aussi tout le sujet des rez-de-chaussée actifs, en disant qu'on est peut-être plus à même en fin de compte de mettre en œuvre ces immobiliers, parce que déjà le privé n'y va pas forcément, avec aussi cet enjeu de pouvoir produire des immobiliers à coût maîtrisé, et aussi de s'assurer en effet de l'animation et de l'occupation sur le temps long. Donc c'est vrai que nous maintenant on a engagé une étude, hein, donc en plus c'est le sens de la ville qui nous accompagne, mais pour identifier un peu quelles sont les cibles d'actifs sur lesquelles on pourrait se positionner. Donc c'est vrai qu'on est vraiment sur la cible d'actifs productifs, mais avec une vision assez large. On sait aussi bien des locaux d'activité, des villages artisans, les rez-de-chaussée actifs, mais on intègre aussi nous dans notre réflexion tout ce qui est tiers-lieux ESS.
tout ce qui est lié aux activités d'économie sociale et solidaire, parce que des fois, elles ont même des problématiques encore plus lourdes que les activités productives en termes de capacité financière à payer des loyers de marché. Bon, elles ne sont pas capables pour la plupart. Et aussi tout ce qui est hôtel d'entreprise, mais nous dans une logique de mixité, un peu à l'image de l'entrepreneuriat, des petites surfaces de bureaux, parce que c'est vraiment ce qui nous manque, on n'est pas dans des grands plateaux tertiaires, couplés à des locaux d'activité. Mais en n'étant pas dupe et en se disant que certes c'est notre cœur de cible, mais on a parfaitement conscience que l'équilibre quand même économique sera pas forcément totalement au rendez-vous, et de donc coupler le portage de ce type d'actifs productifs à des immobiliers, à des locaux commerciaux qui, eux, quand même apportent des valeurs locatives un peu plus importantes, donc des rentabilités plus importantes, ce qui fait péréquation, équilibre. Et avec l'objectif que ces immobiliers en plus commerciaux, on pourrait les céder à plus court terme, et donc ça rapporte aussi de la liquidité pour la structure, mais on est quoi qu'il en soit dans une logique pour les porter ces immobiliers de portage sur du très long terme, pas du tout comme les investisseurs privés, sur du portage sur du très long terme, en se disant on trouvera un équilibre, que ce soit 15, comme ce qu'a pu dire Citidev, sur 10, 15, 20 ans, et même voir pour certains types d'actifs les garder dans le patrimoine. Et c'est vrai que ça a été une réflexion longue au niveau du territoire. Pour les élus des barrages, ça n'allait pas de soi de se dire on crée une structure potentiellement pour porter ces types d'actifs, mais on s'est rendu compte que ça fait aussi partie de la panel des outils à mobiliser pour arriver à sortir ces immobiliers. Donc il y a le côté investissement, il y a aussi le côté foncier, portage des immobiliers, avec une logique même, voire à moyen long terme, d'être une logique on porte des fonciers pour pouvoir développer tout ce qui est beau longue durée et tout cela. Laure Trottmann, vous avez, je crois, interrogé plusieurs communes pour connaître finalement leur degré d'utilisation de ces outils. Quels sont les résultats ? Est-ce que les communes se sont emparées de ces outils ? Je vais moi-même rétropédaler 1 minute, si je puis me permettre, sur ces enjeux de comparaison avec les valeurs agricoles. Parce que j'ai l'impression que pour ce qui est du marché, qu'il faut distinguer en gros le marché dédié aux activités économiques, avec toutes les logiques d'acteurs et financières sous-jacentes. Et pour ce secteur-là, je pense que c'est presque plus un raisonnement par compte à rebours qui est mené que par comparaison d'autres valeurs foncières, c'est-à-dire on part de la valeur finale, souvent locative en fait, qu'on peut mettre sur le marché parce qu'il y a un marché, et on fait un compte à rebours promoteur puis aménageur, et puis après... C'est l'usage qui va en être fait qui définit la valeur ? C'est l'usage et le marché qui en effet qui définit la valeur. Alors que au dernier séminaire dans ce cycle ville productive là, du PUCA, un intervenant rappelait une étude de l'INSEE qui datait de 2015, montrant que finalement le critère de prix foncier était assez faible dans les choix d'implantation des entreprises. Mais parce que là, c'est un raisonnement en compte propre, où effectivement on est peut-être moins dans un raisonnement de marché. Quand un industriel ou une entreprise cherche son emplacement, il va d'abord raisonner accessibilité, disponibilité du marché local, de l'emploi local, et il va chercher un site qui sera pour lui unique. Donc voilà, je pense que c'est deux façons de réfléchir, le compte propre pour l'entreprise et le marché. Du coup, en tout cas, je pense vraiment que cette question de la valeur locative finale est absolument déterminante, presque plus que la comparaison de la valeur des terres agricoles. C'était quoi votre question ? Sur les leviers qu'on a évoqués, ah oui. Est-ce que vous avez, je crois, mené une enquête auprès de différentes communes ? Alors peut-être déjà nous dire lesquelles, et ensuite savoir quelles sont effectivement les utilisations qui en sont faites. Est-ce qu'aujourd'hui ce sont des outils dont les communes se sont emparées ? Oui, en effet, c'était le préalable, l'acte numéro 1 de notre recherche avant de plonger dans les terrains de Rennes et de Bordeaux. On voulait un peu voir d'où on partait et avoir des éléments de comparaison au niveau national. Donc on a effectivement fait un questionnaire qu'on a adressé aux directions d'EVECO d'un certain nombre de collectivités. Par le jeu de nos
nos missions. Enfin bref, donc on les a. C'était pas un questionnaire qu'on a balancé dans la nature. On l'adressait à des personnalités dont on savait qu'elles étaient aux commandes, ou en tout cas qu'elles avaient la vision globale justement d'utilisation d'un certain nombre de leviers pour le maintien ou le déploiement de l'activité économique. Et donc on a eu 16 collectivités répondantes. Je les ai pas toutes en tête, mais il y a eu Angers, il y a eu Grenoble, il y a eu Nice, il y a eu Strasbourg, un certain nombre de collectivités en Île-de-France, Brest, enfin voilà. Donc l'outil numéro 1 qui est utilisé très différemment, parce qu'il y avait aussi une partie de réponse ouverte, donc on pouvait un peu développer, c'est bien sûr le fait de chercher justement à déterminer quels usages étaient faits de quel territoire. Donc c'est l'outil réglementaire, encore une fois utilisé de façon très différente, mais utilisé systématiquement. Et derrière cet outil-là, les deux autres qui sont quand même largement, enfin très majoritairement mobilisés, c'est la recherche de densification, ce qui n'est pas toujours facile, des zones d'activité existantes, et le fait de posséder quelques biens en propre pour avoir un marché maîtrisé. Ce qui était aussi frappant, c'était de voir, parce qu'il y avait la réponse aussi en cours de réflexion. Et il y avait deux outils qui étaient vraiment en cours de réflexion très majoritairement. Donc on sent qu'il va y avoir une deuxième génération d'outils mobilisés, qui était la dissociation foncière et la constitution d'un outil de portage en propre. Donc c'est ce qu'évoquait Mouina sur la foncière en réflexion côté Grand Orly Seine-Bièvre. En revanche, par exemple, le transitoire est très peu mobilisé et assez peu en cours de réflexion. Je pense qu'il est encore très associé à des usages récréatifs plus que d'activités économiques. Même si on a plein d'exemples montrant que c'est possible de le mobiliser à des fins de développement économique, mais je pense que c'est pas encore, ça n'a pas atteint cette maturité. Alors justement, je me retourne vers vous. Qui sont les développeurs économiques dans la salle? Je vois les mains qui se lèvent, effectivement. Alors, vous n'allez pas y échapper, je vais vous poser la question. Vous, aujourd'hui, quels sont les leviers que vous utilisez parmi ceux qu'on a cités, ou peut-être même vous en avez d'autres, si vous voulez les partager? Pardon, excusez-moi. Du coup, j'ai l'impression de monopoliser la parole vu que je suis déjà intervenue ce matin. Métropole européenne de Lille, donc on a répondu d'ailleurs au formulaire du PUCA, puisqu'on a un programme PUCA qui est lancé aussi en parallèle sur notre territoire en partenariat avec la région de Bruxelles, donc on a été sollicité dans ce cadre-là. Du coup, juste deux réactions. Déjà sur les travaux du territoire Grand Orly Seine-Bièvre, on était nous-mêmes tombés dans nos recherches sur vos documents, vos manifestes, le livre blanc, etc. Donc voilà, on a déjà eu l'occasion de regarder un petit peu vos outils. Je suis assez curieuse sur la garantie de location, la garantie locative que vous avez évoquée, parce que nous on a un dispositif un peu similaire, mais qui est porté par la métropole directement, qu'on a plutôt intitulé une promesse de prise à bail, pour justement garantir un certain pourcentage de précommercialisation sur les opérations qui ont des difficultés à boucler leur tour investisseur dans des territoires qui sont peut-être des cadrans de la métropole qui sont peut-être un peu moins attractifs que d'autres. Donc voilà, du coup ça m'a fait un peu sourire de savoir que vous pensiez le transférer à votre SEM, vu que nous on l'a fait pour garantir un immobilier qui sort par une de nos SEM. Donc voilà, un peu la boucle est bouclée, et la preuve que selon les territoires on peut avoir des dynamiques très différentes. Et après sur l'urbanisme transitoire, nous on commence à avoir des réflexions plutôt fortes sur le territoire. On a eu effectivement beaucoup d'usages récréatifs, sociaux, d'investissement des quartiers en renouvellement urbain. Là maintenant on attaque plus la frange réelle économique, avec l'appui de plateaux urbains, notamment sur des thématiques économiques, sur des grands sites qu'on aimerait garder au long cours sur des destinations industrielles. Donc voilà, juste deux sujets de réaction. Merci. Je voulais peut-être juste réagir sur nous au niveau de la garantie locative. C'est vrai qu'on les travaux un peu d'analyse juridique qui avaient été menés nous avaient montré qu'au niveau d'une collectivité, en fin de compte, on ne pouvait pas le porter du fait des
des aides d'État, pardon, au niveau de la Commission, enfin de la Commission européenne, ce qui faisait qu'il fallait qu'on trouve un peu un autre moyen d'agir en s'appuyant du coup sur une SEM qui est une entité privée, ce qui faisait qu'on pouvait le faire. Mais comme je disais, c'était vraiment au stade de réflexion parce qu'on n'est pas encore arrivé à l'expérimenter. On avait un peu un site sur lequel, avec notre aménageur, on avait réfléchi. Et au final, ça ne s'est pas réalisé. Et en fait, là, on était dans une phase où, lorsqu'on en échangeait avec un investisseur, ce qui, lui, le but, là, c'était de pouvoir un peu tester cette garantie auprès des banques pour voir voilà, si, pour la banque, le fait d'avoir cette garantie faisait en sorte qu'on était bien dans un immobilier pas considéré comme en blanc, on va dire, et ce qui apportait, voilà, ce qui pouvait au niveau des garanties, au niveau des banques, faciliter les choses. C'est vrai qu'après on n'a pas poursuivi parce que voilà, d'autres solutions qui ont été trouvées, mais c'est vrai que nous ne désespère pas d'arriver avec voilà, notre aménageur de mettre en place cet outil. Parmi les autres développeurs économiques d'autres territoires, quels sont les outils que vous utilisez pour maîtriser le prix du foncier économique? Quelqu'un d'autre veut prendre la parole là-dessus? Alors, moi, du coup, j'ai une question. D'après ce que vous aviez l'air de nous dire, finalement, ça a l'air assez facile d'équilibrer pour une collectivité ce type de projet. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, effectivement, finalement, quand on a les bons outils, c'est facile de sortir du foncier économique en équilibrant son budget? Facile, c'est vite dit quand même. La Zaguetoise s'inscrit déjà dans une volonté, une continuité d'une vision d'aménagement public qui date des années 90. Donc voilà, on est déjà à 30 ans. 30 ans. Et là, on n'est qu'à la phase du lancement de la concession depuis 2 ans. La concession a été lancée. Donc, on est vraiment sur une maturation. Bon, on est ici sur une échelle aussi qui est complètement disproportionnée. Donc, non, c'est quand même pas facile. C'est pas facile. J'en voudrais une preuve. C'est que, par exemple, sur les friches industrielles que l'on a repérées, on a repéré sur le territoire un certain nombre de friches. Et donc, nous, malheureusement, on n'a pas d'agence d'urbanisme, on n'a pas d'agence économique. Donc, il faut qu'on se débrouille un petit peu par nos propres moyens. Donc, on a lancé avec le CAUE, qui lui, par contre, est présent sur notre territoire, on a lancé un concours sur certaines friches qu'on a repérées pour dire, bon voilà, sur ce secteur-là, on sent qu'il y a une volonté d'abord, premièrement, de maintenir le secteur économique et deuxièmement, il y a un risque de mutation qui est avéré. Donc comment aujourd'hui on peut repartir à la conquête de ces espaces, les densifier sans que ça soit un coût prohibitif et tout en essayant de développer la théorie qu'on a dit, ben voilà, aujourd'hui une zone d'activité, c'est prévoir les logements des gens qui vont venir travailler plutôt que de les faire déplacer, venir de Chambéry et d'ailleurs et qui saturent après les infrastructures de transport. Comment qu'ils puissent trouver les services en adéquation, la restauration le midi, mais aussi les commerces pour faire leurs petites courses d'urgence et parfois même peut-être du loisir récréatif une fois la journée de travail terminée ou voire après que, en dehors des jours de travail, que cette zone ne soit pas un no man's land qui soit perdu. Donc, c'est de l'appel à concours, c'est de l'engineering. C'est pas facile, mais ça se fait. Ça se fait. Et c'est vrai, ça va avec les paradigmes que l'on a évoqués, ça va avec les principes de mutualisation, de péréquation des usages. Et c'est vrai, alors là, vous avez dit une vérité vraie. Franchement, les acteurs économiques, aujourd'hui, ce n'est pas forcément le coût du foncier, c'est le service qu'il y a derrière. Et à partir du moment où ils vont avoir du personnel qui va trouver le logement, l'activité et le commerce, je ne vais pas dire vous ferez venir n'importe qui à n'importe quel prix, mais presque. Non, pas n'importe quel prix, puisqu'il y a quand même des rentabilités économiques. Et je dirais que même à l'inverse, ce n'est pas trouver de l'espace économique, mais c'est quand on crée de la zone d'activité, c'est savoir les gens qui vont venir travailler, ils vont loger où?
Ils vont loger où? Ce n'est pas des cadres plus qui vont se payer des 8 000 à 10 000 euros du mètre carré de logement. Donc en général, ce sont des gens qui ont besoin de logements sociaux ou de logements intermédiaires ou de gens qui veulent patrimonialiser par le biais du BRS. Donc si on ne prévoit pas ça, bah, finalement, votre zone d'activité économique, vous pouvez la mettre très loin. Et aujourd'hui, finalement, j'ai des acteurs économiques qui sont prêts à mettre la main au pot pour financer du logement. Non seulement ils payent en bailli amphithéotique leur implantation et parfois à un coût peut-être qui aurait été plus cher que s'ils avaient acheté le terrain, mais en plus, ils payent pour payer leur logement. Voilà. Je vous laisse le soin après de vos réflexions. Est-ce que vous voulez réagir justement à ces propos? Oui. J'aurais une question à poser concernant je veux savoir si la réflexion a été portée sur Rungis en termes d'extension et de développement économique. Et je voudrais mettre en parallèle la réflexion avec la sollicitation des habitants de la métropole au travers de l'extension du marché d'intérêt national de l'homme, pour lequel il y a une réflexion et on sollicite les habitants. Et je pense que ce type de réflexion pourrait très bien les intéresser, puisqu'il y a un certain nombre de réunions publiques qui vont être tenues à l'initiative de la MEL et qui pourraient interpeller les habitants de cette métropole sur ce marché d'intérêt national, qui n'est pas celui de Rungis, qui est celui de l'homme, qui est le deuxième de France pour les fleurs et les fruits et légumes. Alors c'est vrai qu'on a le mine qui est géré par la CEMARIS sur le territoire, et c'est vrai qu'il y a des réflexions d'extension de ce marché, notamment sur la zone Sénien qui est à proximité. C'est vrai que mais là les choses sont en cours, sont en réflexion. Il n'y a rien encore de stabilisé, mais c'est vrai qu'on est sur ce sujet-là, on est accompagné par ces grands paris aménagement, les PAORSA, qui accompagnent aussi toutes ces réflexions. Mais c'est vrai que je ne peux pas vous en dire plus, mais en tout cas, en effet, il y a tout ce sujet d'extension, de réflexion d'extension du mine. Après, nous, en plus, il y a un enjeu quand même de consolider la présence du mine, et on a tous eu cette nouvelle récemment, qu'il y avait aussi un projet de nouvelle extension du mine, plus dans le Val d'Oise. Donc c'est vrai que ça interroge aussi, mais en tout cas il y a bien ce souhait de pouvoir conforter ce qui se passe autour du mine sur notre territoire. Merci beaucoup. Une dernière réaction si vous en avez, avant de passer à la dernière table ronde. Oui. Ah. La métropole lilloise. Oui, alors comme c'est une table ronde qui est consacrée au prix, je voudrais quand même évoquer un sujet que nous on voit arriver depuis quelque temps. C'est des nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché, notamment sur des très grandes surfaces logistiques. Ce sont des acteurs investisseurs, fonds d'investissement, que ce soit des fonds souverains ou des fonds qui sont hébergés au Luxembourg, des choses comme ça, qui ont des masses financières impressionnantes de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Et du coup, qui viennent un petit peu truster des très grandes surfaces. Alors, d'après les ratios prix d'achat et loyer escompté, on sait que c'est des investissements plutôt de long terme, d'au moins 20 ans, mais qui viennent cadenasser un petit peu et qui viennent empêcher finalement à des acteurs économiques d'être en compte propre sur leur site. Et du coup, je vais peut-être vous poser la question, Madame Trottmann, puisque c'est sur la question des prix du foncier, comment on régule ça, etc. Comment les acteurs publics peuvent faire face à l'arrivée d'acteurs qui ont une puissance financière qui est incommensurable avec ce que nous, on peut avoir. Oui, ben ça passe par l'action foncière, repérage des gisements, par une production de ZAC public là où on sent qu'il y a des enjeux majeurs
dans le territoire. Donc c'est à la puissance publique de faire le diagnostic de son territoire, de repérer ses enjeux et de concentrer son action foncière là où il y a un risque soit de spéculation, soit de blocage ou à des niveaux de prix. Là, je vous avais présenté un quartier sur Annemasse, l'Étoile Gare. Il y a un autre quartier qui, par choix, la collectivité a été laissé au bénéfice de la promotion privée. Automatiquement, le promoteur a cherché une rentabilité beaucoup plus importante, beaucoup plus forte d'entrée de jeu, donc a vendu au prix fort ces mètres carrés. Automatiquement, les commerces et artisans qui sont installés dans ce secteur ont eu tout de suite un coût de loyer élevé. Et 50% des surfaces commerciales et artisanales ont capoté au bout de 7 ans. Voilà. Alors moi, ça a été très bien parce que là, ça m'a servi d'argument. Je dis, voilà, vous avez le choix. Soit on intervient. Il y a un niveau de risque qu'il faut apprécier parce que je répète, c'est pas gratuit, on reste pas gratis. Mais il y a un engagement financier qui est pris au début par le biais de l'établissement public foncier dans le cadre d'un portage. Et ensuite, du fait de la maturation, après on va passer à la phase de gestion, de pérennisation par le biais de la foncière. La foncière, c'est la pérennisation, l'EPF, c'est la phase transitoire. Et une fois que cette phase est établie, eh bien automatiquement, voilà, le fameux schéma que je cherchais. Donc on pérennise l'usage. Mais là, c'est à chaque collectivité de déterminer là où elle souhaite se concentrer en fonction de ces secteurs. Je vous rappelle que l'EPF, ce n'est pas le décideur. On est le bras armé de la collectivité publique. Donc, nous, si on ne nous sollicite pas, on n'intervient pas. Oui, Joanne Witz. Voilà, pour répondre à la mail par rapport aux promoteurs, parce qu'on a eu aussi le cas des promoteurs logistiques qui sont venus, nous, on n'a pas vendu. On n'a pas vendu, on a gardé la propriété de nos terrains, on a laissé faire le dépôt des permis de construire et on a vendu à condition qu'ils nous proposent, qu'ils nous présentent le bailleur des bâtiments et que le bailleur corresponde à nos objectifs et notamment en termes d'emplois créés. Donc ça, c'était vraiment des conditions indéniables au départ. Et c'est comme ça qu'on a réussi à avoir la maîtrise foncière pour les projets logistiques. Mais c'est sûr qu'à partir du moment où on signe une promesse de vente, surtout que les temps sont longs, ils ont eu des prix, c'est des prix très intéressants au départ. Ils mettent 5-6 ans à sortir des opérations. On ne les maîtrise pas et on est souvent déçus, même lorsque l'opération sort. Ce n'est pas forcément les objectifs qu'on s'était fixés au départ, quoi. Et moi j'apporterai un complément de réponse en reprenant les propos ce matin de Sébastien Alavoine, avec du coup cette nécessité finalement d'anticiper, de repérer en effet sur le territoire des fonciers stratégiques. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va aborder aussi dans la troisième table ronde. Alors il y avait d'autres personnes qui voulaient intervenir avant cela. Alors je l'ai noté, mais non, j'avais cru voir une autre main se lever. Non, bon. C'est juste pour compléter, parce que j'entends bien la nécessité d'avoir son plan d'action foncière, mais il se trouve que là, en 3 semaines de temps, pendant l'été, on a 2 opérations sur des acteurs économiques majeurs du territoire qui sont robustes financièrement et dont on ne s'attend pas à ce qu'ils vendent leur terrain, même s'ils deviennent locataires derrière. Sur ces 2 opérations, c'est plus de 80 millions d'euros. Donc vous imaginez, en 3 semaines de temps, si on a des opérations comme ça, au bout de l'année, l'enveloppe qu'il faut pouvoir allonger. Alors c'est là où je voulais sensibiliser, c'est qu'aujourd'hui, on a une manne financière à travers le monde qui est immense. Et on est arrivé sur un espèce de monopoly mondial où on a des fonds d'investissement qui sont partout et qui interviennent. Moi, j'ai regardé la presse un petit peu partout à travers le monde et qui se concentrent plus sur les grandes villes, les grands centres urbains, etc., mais qui font feu de tout bois. Et on va faire face, moi c'est un petit peu la menace que je vois arriver, on va faire face à des acteurs qu'on n'avait pas l'habitude de rencontrer, qui ont une puissance de feu qui est hors norme et je ne suis pas sûr que la puissance publique sera capable de faire face à ça. Alors, je voudrais un petit peu
pas tout à fait d'accord avec vous. Je vous remets dans le contexte. Nous, petit EPF, sur 800 000 habitants, 750 000 exactement, puisqu'on ne couvre pas la totalité du territoire, on fait 50 millions d'acquisitions foncières annuelles. Remettez cette échelle, cette proportion à l'échelle de votre territoire et voyez ce que vous pourriez faire dans les mêmes proportions. 3 millions. Non. Ça fait 100 millions. Eh bien, c'est déjà ça de prix. Je vous propose de passer au dernier temps de cette journée. Alors, c'est une table ronde un peu spéciale puisque je vais avoir donc une intervenante avec moi sur scène et un autre. Merci beaucoup Flore Trottmann, merci Philippe Van Senkis, merci Mouina Ogboye-Vazieux.